Bienvenue dans Périphérique, le magazine de la rédaction. Au menu du jour, un faire-part de naissance. Il s'appelle Paris Rive Gauche, dans le 13e arrondissement. Un nouveau quartier est sorti de terre. Nous partirons à sa découverte dans un instant. Notre invité, Daniel Béard, il est géographe et nous donnera son point de vue sur ce nouveau 13e et sur l'avenir de Paris. Tandis qu'en face, sur la rive droite, c'est la télé chinoise qui débarque. Depuis quelques mois, les fameux frères Tang diffusent un bouquet de chaînes satellites venues d'Asie. Du pont de Tolbiac à la rue de la Gare, s'il revenait dans son 13e arrondissement, Léo Mallet n'y retrouverait sans doute pas son Nestor Burma. Mais la nouvelle ambiance de ce qui a été baptisé la ZAC Rive Gauche lui aurait peut-être inspiré un roman. De grands immeubles de verre, des friches industrielles reconverties. Ce devait être au départ un nouveau quartier de la Défense, mais la ville a choisi d'insuffler un peu de vie différente dans ce nouveau coin de Paris. Chaque jour, ils sont déjà 4000 nouveaux habitants à inventer leur quotidien. Daniel Bouy et Isabelle Audin nous entraînent à la découverte de ce quartier tout neuf qui sort de l'œuf. C'est la plus importante opération d'urbanisme dans Paris depuis les travaux du baron Haussmann. Cela fait 25 ans que le béton coule le long de la Seine, un chantier de 3 km de long entre la gare d'Austerlitz et Ivry, c'est Paris Rive Gauche. Roger Leton fait partie des anciens habitants de ce quartier neuf. Cela ne fait pourtant que 6 ans qu'il a acheté son appartement près de la toute nouvelle passerelle Simone de Beauvoir, celle qui relie aujourd'hui la très grande bibliothèque au parc de Bercy. 6 ans qu'il vit avec passion les épisodes du feuilleton Paris Rive Gauche. Alors voilà, ça c'est un exemple un petit peu du quartier où on est toujours dans... Il y a toujours ce suspense, il y a toujours cette attente. On est dans du chantier, qu'est-ce que ça va donner? Alors, est-ce que ça va donner un truc sympa? Je crois que c'est l'interrogation que j'ai toujours avec mon épouse. Est-ce qu'on va rester dans ce quartier? Est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'il va devenir sympa? Est-ce qu'il y aura toujours le problème des commerces de proximité? Donc c'est ça, je crois, qui fait le charme de ce quartier. L'aventure a débuté dans les années 80. La bibliothèque François Mitterrand, l'équipement phare du quartier, fut la première à prendre possession des vastes terrains libérés par la SNCF. Ici, les pouvoirs publics avaient imaginé un quartier d'affaires jumeau de celui de la Défense. De larges avenues, des bureaux, des centres commerciaux, des centaines d'hectares à bâtir sur des friches industrielles et des immeubles insalubres, mais aussi au-dessus des voies ferrées qui mènent à la gare d'Austerlitz. Sous l'immense dalle de béton et d'acier, Météor, la ligne 14 du métro, le RERC et un futur terminal TGV. Au-dessus, de gigantesques travaux d'aménagement pour cicatriser la saignée ferroviaire entre le 13e arrondissement et les berges de la Seine. Du quartier populaire au quartier d'affaires, la mutation a été radicale. Roger Tavernier habite depuis 25 ans à la frontière du chantier. Il vit au quotidien ce bouleversement. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? C'était une rue qui était surtout beaucoup plus étroite, pas au niveau de la chaussée mais du trottoir, et qui était déserte. Quand on voit le monde qu'il y a aujourd'hui ici, avec le métro, les bus, c'est complètement transformé. C'était quand même un quartier un peu désert, un peu glauque la nuit, il ne se passait rien. Donc voici effectivement l'immeuble où j'habite actuellement, donc cet immeuble-là, qui est donc qui fait le coin vraiment entre l'ancien quartier au fond et le nouveau quartier ici, puisque ce viaduc a disparu, et puis ce viaduc est remplacé par un pont en béton. Donc, voilà. Les gens qui sont dans l'ancien quartier vont rarement dans le nouveau. C'est une population un peu ancienne qui fait ses courses dans les petits commerçants du coin. Et alors dans le nouveau quartier, ce sont plutôt des bureaux, donc des gens qui viennent travailler et puis qui ne vont pas ailleurs. Un quartier de bureaux, c'était le plan initial. Mais la crise de l'immobilier des années 90 oblige les élus parisiens à ruser. Ils décident d'amorcer la pompe de l'urbanisation en implantant au milieu des terrains vagues du logement social.
Il y a aujourd'hui 4000 logements. Parmi ces 15 000 habitants, Mireille Salnave fut l'une de celles qui a essuyé les plâtres. Disons que ce quartier, je le trouve un petit peu vide, dans la mesure où il n'y a pas de commerce de proximité, ce qui crée une vie. Avant, je voyais donc la Tour Eiffel sur la gauche, je voyais Notre-Dame tout au fond, et j'arrivais à voir sous un certain angle le Sacré-Cœur. Et aujourd'hui, beaucoup de béton, des murs gris, beaucoup de vitres, et quand même pas mal de vide dehors également. Quelques passants, mais c'est très, très désertique. Tu nous redonnes le là, s'il te plaît ? Mais comme l'herbe qui pousse entre les dalles de béton, la vie de quartier parvient à s'insinuer entre les bâtiments de verre. Une chorale qui répète dans une église, des sorties d'école qui rythment la vie, un cinéma et ses brasseries, une piscine sur la Seine. À Paris rive gauche, on commence à peine à se croiser, à se connaître et se reconnaître. Si on regarde bien Paris, c'est plein de petits villages, et là, on n'a pas cette sensation de petit village. Et un petit noir pour le monsieur, hein. Voilà. On est assez ambivalent par rapport à ce quartier, parce qu'on recherche à la fois quelque chose de différent, parce que malgré tout, Paris, il y a pas mal de critiques par rapport aux nuisances sonores, etc. Et puis, lorsque l'on n'a plus, ce qui est le cas ici, de nuisances sonores, on est dans un quartier relativement aéré, relativement vert. Il y a des choses qui manquent par rapport à l'image que l'on peut se faire de Paris, quoi. C'est ça la difficulté. Et ce qui manque encore, ce sont ces fameuses figures du quartier, comme ce libraire, passionné du créateur d'Astérix, qui s'est installé dans la rue Goscinny, tout juste inaugurée. C'est excitant de participer à la création d'un nouveau quartier de Paris. C'est vraiment le côté le pionnier, l'aventure de l'Ouest, le côté Lucky Luke qui arrive dans les terres d'Amérique et tout est à construire. Et l'âme du quartier n'existe pas encore. On essaye d'y contribuer, nous, à notre échelle, avec ce clin d'œil à Goscinny dans la rue Goscinny, mais il y a aussi plein d'autres initiatives à monter. Donc ça, évidemment, c'est intéressant, quoi. Mais il faudrait vraiment que maintenant, il arrive à maturité minimum. Ça ne pourra pas continuer très longtemps comme ça. Cette maturité, le quartier l'atteindra à partir de la rentrée 2007. 30 000 étudiants et chercheurs vont alors prendre possession du campus de l'Université Paris 7 et de l'école d'architecture installée dans des friches industrielles. À la place des Grands Moulins de Paris, de l'immense halle aux farines et de l'usine qui alimentait toute l'agglomération en air comprimé, on étudiera la biologie, la physique. Certains pressentent déjà l'intérêt de ce pôle universitaire. Aux abords du campus, l'Université de Chicago a déjà installé une première escouade d'étudiants. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, pour ces jeunes expatriés, Paris rive gauche, ça n'est pas l'Amérique. Aux États-Unis, nous avons les zones industrielles, les zones résidentielles, mais ici, c'est tout mélangé. Et même si l'architecture est un peu similaire, on ne sait pas si ce sont les résidences ou les entreprises. J'aime le système parisien, mais j'aime que tout est un peu mélangé. Pour l'instant, les étudiants sont dans la rue, tout au moins les élèves architectes, pour qui ce morceau de ville est un cas d'école. Tirant les leçons des grandes opérations d'aménagement des dernières décennies, les pouvoirs publics ont joué la carte de la diversité. Ici, pas de grand ordonnateur, mais plusieurs urbanistes pour concevoir étape par étape une ville adaptée aux besoins du moment. Le pari sera-t-il réussi ? Pour l'heure, le chantier s'étend jusqu'au périphérique et pourrait bien le franchir pour rejoindre Ivry. Alors, aussi céréales, c'est celui-ci. Ça fait longtemps que c'est ouvert ? Ça fait une semaine à peu près. Voilà. Pas encore grand monde, mais... Ouais, ça va venir avec l'université. Dans ce Paris moderne, Jean-Michel Guyot a trouvé son pain et son plaisir quotidien.
Pour ce médecin réanimateur, pas de nostalgie du vieux Paris, mais une évidente satisfaction de vivre dans un environnement tourné vers l'avenir. Hormis le côté des commerçants, des petits bistrots, parce que bon, quand même, prendre un sandwich avec un demi au comptoir, je crois que c'est pas pour demain et ça ne sera jamais. Et là, il faut aller faire quelques centaines de mètres. Mais hormis ça, oui, ça me plaît beaucoup. L'urbanisme me plaît beaucoup, l'architecture des immeubles. C'est pas monotone du tout, et moi j'essaie de voir la vie qui va se produire d'ici progressivement dans les années à venir. Comme preuve de son insertion dans une vie de quartier naissante, Jean-Michel ne manque pas d'attirer l'attention sur les fresques réalisées par deux de ses voisins, deux artistes peintres occupant les fameux frigos. C'est des gens qui étaient là bien avant nous, puisque ça existe depuis très très longtemps. C'était, je crois, une gare de train, les frigos, au tout départ. Et maintenant, c'est depuis longtemps des ateliers d'artistes. Il y a même des personnes qui y habitent. Et là, il y a eu, au lieu de nous prendre pour des intrus, au contraire, il y a eu des communautés, notamment de participation dans leurs associations, qui fait qu'il y a un bon voisinage qui s'est créé. Les frigos, un immense entrepôt frigorifique où jusque dans les années 60, on stockait les denrées périssables destinées à la consommation des Parisiens. Beaucoup pensent que le lieu est squatté par des artistes, une affirmation qui fait hurler les occupants du site. Plus d'un tiers sont des professions libérales et tous ont payé depuis 20 ans des loyers à la SNCF et aujourd'hui à la ville de Paris. Voilà. Vous avez là le panel des gens qui occupent les frigos. Beaucoup d'artistes, bien sûr, théâtre, ou une agence d'architectes. Donc le peintre Formica, musique, l'Union des musiciens de jazz. Grosso modo, on est entre 150 et 180, c'est variable, et puis il n'y a pas eu de recensement récent. 180, avoir une activité avoir ici. Une activité ici, oui. Bon, on va aller voir si la batte est là. On a l'impression d'être des gardiens de phare. Ouais, c'est ça. Elle est idiote, là. Pourquoi qu'elle me regarde? Ah, si! C'est pas chez le cirque, hein. Avec la centaine, hein, cette chienne. À l'opposé du cliché de créateurs repliés sur eux-mêmes, ces artistes se veulent citoyens actifs du quartier. Après s'être mobilisés pour conserver le site des frigos, ils interviennent aujourd'hui dans la concertation sur tous les projets immobiliers avec un objectif: développer l'activité d'artisans et de petites entreprises. Avec les frigos, Paris Rive Gauche ne conserve pas seulement un supplément d'âme, mais aussi un creuset bouillonnant d'idées et de culture. Mais les frigos, nous ce qu'on voudrait, c'est qu'ils fassent partie intégrante du quartier et qu'ils n'aient pas justement ce statut finalement un petit peu bizarre, dont on ne sait pas très bien s'il doit rester ou pas rester, si c'est un squat, ça n'est pas un squat. Donc cette vision folklorique, c'est vrai qu'elle nous fait un petit peu peur en même temps, qu'on apporte de l'âme, j'espère, et que ce lieu et cette fonction se développent. Voilà notre souhait. No, nothing but my past, not good enough for you. Artistes ou commerçants, employés de grandes entreprises ou magistrats du futur tribunal de grande instance, habitants historiques et nouveaux arrivants, il aura fallu 3 décennies pour réunir les ingrédients qui font la ville. Il en faudra certainement autant pour que Paris Rive Gauche ne soit plus une zone d'aménagement, mais un quartier de Paris. You wouldn't buy my pretty lie was true. But acting at the curtain fool is not. Même le nouveau Paris a du charme la nuit. Daniel Béard, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe et spécialisé dans l'aménagement du territoire et des zones urbaines. Est-ce que vous le trouvez réussi, le reportage et le 13e arrondissement, ce nouveau 13e? Le quartier, c'est un peu tôt pour le dire. Le reportage, oui, parce que je trouve qu'il montre bien comment on est. C'est un peu un ovni, quoi, ce quartier. C'est-à-dire, on voit bien que c'est un quartier du futur et que ça correspond ni à la nostalgie du quartier type Paris d'Amélie Poulain, ni au repoussoir qui a été évoqué, la Défense, quoi. Or, la Défense, d'abord, c'est pas si repoussoir que ça. Je veux dire, ça a évolué. Aujourd'hui, la Défense, c'est pas qu'un quartier d'affaires. Il y a des touristes, il y a des jeunes qui font du skate, etc. Ici, ça a changé. À la rive gauche, la vie est en train de prendre forme, prendre corps. Oui, mais sur un modèle dont on n'a pas l'habitude. C'est qu'en fait, là, vous êtes beaucoup entré, ce qui m'a frappé dans le reportage, par les habitants.
Mais ce qui fait un quartier aujourd'hui, c'est pas que ceux qui y habitent, c'est tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pratiquent, utilisent ce quartier. Là, il y a une grande surface, il y a un multiplex, il y a la grande bibliothèque, il va y avoir la piscine, etc. C'est ça ce qui va faire la vie de quartier. Et c'est ça qui fait que les habitants qui commencent à y habiter s'y trouvent bien. C'est ceux qui vivent et ceux qui passent. Voilà. Vous, d'ailleurs, c'est un concept que vous développez. La mixité telle qu'on l'entend régulièrement, c'est-à-dire des riches et des pauvres ensemble, des entreprises, des commerces, des services publics, etc. C'est pas fondamentalement ce qui est le plus important selon vous aujourd'hui. Oui, enfin en tout cas ça change. La mixité entre les riches et les pauvres, etc. Il faut essayer, c'est nécessaire. Et en même temps c'est très difficile. C'est très difficile parce que chacun d'entre nous, on aspire plutôt d'abord à l'entre-soi, à rester entre nous. Par contre, on a besoin de lieux où on rencontre des gens qui sont différents. Ce qui compte pour vous, ce que vous dites, c'est la fluidité? Et oui, parce qu'aujourd'hui... c'est quoi la fluidité? C'est le fait que tout bonnement aujourd'hui, on n'habite plus dans des villages. On habite dans des grandes villes où on travaille à un endroit, on habite à un autre, on a nos loisirs et nos réseaux familiaux ailleurs. Et donc du coup, il faut pouvoir combiner tout ça. Combiner tout ça sur un quartier. Et donc ce que vous dites aujourd'hui, la ville se développe plus, l'agglomération parisienne, par couronne traditionnellement, comme on le voyait, petite, grande couronne, etc. Mais par votre système de cadran, c'est quoi? Comment ça marche? Les cadrans, c'est simplement l'idée que plus la région parisienne s'est développée, moins, je dirais, on peut la pratiquer dans sa globalité. Ce genre d'étoile qu'on voit. Voilà, c'est ça, le sud, l'est, le nord, etc. On habite loin, on travaille plus près du centre. Oui, mais l'idée, c'est que surtout notre bassin de vie aujourd'hui, c'est pas toute la région parisienne. Si vous habitez à Créteil, vous allez rester dans le cadran est. Vous n'allez pas aller travailler à Conflans-Sainte-Honorine ou à Mantes-la-Jolie, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, donc, est-ce que Paris est trop petit quand on regarde cette carte? Évidemment. Paris est trop petit quand on compare aux autres grandes métropoles, etc. Donc aujourd'hui, la vie ne s'organise pas sur Paris et la couronne. Il faudra un grand Paris? Il faudra un grand Paris du point de vue des transports, etc., des politiques à mettre en œuvre. Oui, il faut un grand Paris. Mais est-ce qu'il faut une institution du grand Paris? Moi, je ne crois pas. Un mot sur les transports. Est-ce que, pour vous, c'est décisif pour l'avenir? Est-ce qu'on investit assez aujourd'hui? C'est de plus en plus cher, on a l'impression. Oui, mais on n'investit pas assez. On n'investit pas assez par rapport à ce qu'on a investi dans les années 70, 60-70 quand on a fait le RER. On n'investit pas assez quand on compare aux autres grandes villes. Pour doubler le tunnel du RERD à Châtelet, 600 millions d'euros, pour vous, c'est pas cher? Alors, c'est pas sûr que ce soit le doublement du tunnel qui soit l'urgence aujourd'hui. Il y a toutes les questions justement de la desserte de la banlieue, etc. Mais oui, c'est pas cher. Il faut investir, il faut continuer à investir massivement. Certainement. Et si on veut être compétitif par rapport aux autres grandes villes européennes, Madrid, Londres, etc., on n'est pas à hauteur aujourd'hui. Alors justement, dans le 13e arrondissement, il y a un autre phénomène qui se développe. Il y a toujours les communautés qui existent encore dans Paris. On ne sait pas si dans quelques années tout cela perdurera. Est-ce que vous avez regardé, vous, la télé chinoise qui est arrivée chez nous cet été? Vous n'avez pas vu encore? Elle s'appelle La Grande Muraille. Vous allez voir, c'est un bouquet de chaînes satellites chinoises que l'on reçoit dans le 13e arrondissement et en France depuis le mois d'août dernier. 14 chaînes numériques pour les 600 000 Chinois de Paris et les Français aussi, puisque l'une des chaînes émet en français. Ainsi, Grande Muraille n'est pas qu'un bouquet communautaire, mais aussi un outil d'ouverture. Virginie de la Haute Maison, Frédéric Bobin. Là, tu vois les Chinois qui délirent. C'est vraiment débile. Ah oui, voilà, elle parle avec son fils à travers... Ce n'était pas dans leurs habitudes, mais depuis quelque temps, ils zappent. Liu Ying, 44 ans, et son compagnon découvrent les 14 chaînes du bouquet appelé Grande Muraille. Ça, tu peux pas voir ça sur la chaîne d'une chaîne de CCTV. Liu Ying est née à Pékin, elle vit en France depuis 15 ans. Regarder la télé chinoise, c'est pour elle maintenir un contact avec son pays d'origine. François, son compagnon, commence à apprendre le chinois. Lui est plutôt attiré par les programmes qui lui permettent de découvrir la Chine d'aujourd'hui. Ça, pendant la révolution culturelle, on ne voyait pas ça non plus. En général, je ne regarde pas beaucoup la télé. Mais avec ça, il y a toujours des images un peu de tout, avec plusieurs provinces. C'est sympa de voir tous les jours quelques images du pays, ça fait plaisir. Ça c'est bien, parce que tu vois vraiment les extérieurs, quoi. Je comprends pas le mandarin. Je prends des cours de chinois, mais je suis vraiment débutant. Donc en fait, je regarde surtout ce CCTV 9, donc, qui est la chaîne en anglais, 24h sur 24. Et puis aux horaires où elle est en français,
la chaîne CCTV EF. Depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC. Le bouquet Grande Muraille propose des chaînes généralistes, thématiques, culturelles ou de divertissement. Elles émanent de différentes régions de Chine et lorsqu'elles sont en dialecte local, sont sous-titrées en mandarin. S'y ajoute une chaîne en anglais et une autre qui alterne français et espagnol. Français. Là où tout le monde comprend. Derrière cette grande muraille, les frères Tang. C'est une de leurs filiales, Tang Media, qui a négocié avec un opérateur ADSL la diffusion du bouquet. Les frères Tang, une institution dans le 13e, c'est là qu'ils ont ouvert leur première épicerie il y a 30 ans. Grâce à leur réseau, à leurs contacts et à leur sens des affaires, ils sont aujourd'hui le premier importateur de produits asiatiques de toute l'Europe. Et en matière de bouquet numérique, c'est aussi l'Europe qui est visée par Tang Media, étude de marché à l'appui. C'est 14 chaînes de télévision chinoises qui sont en fait éditées déjà sur place en Chine, éditées, produites en Chine. Nous n'apportons rien de particulier, rien de français. On remplit en fait un besoin qu'on avait ressenti parce qu'on n'a pas lancé ce bouquet-là sans se renseigner. On a fait des études d'opinion. Il fallait remplir cette attente. Je tiens beaucoup au bouquet Grand Muraille. Je crois que ce n'est pas uniquement pour la communauté asiatique. Comme actuellement, il y a un phénomène de vouloir apprendre la langue chinoise. Et donc, le bouquet chinois ne s'intéresse pas qu'aux Chinois. Public visé, tous les Français qui pour diverses raisons s'intéressent à la Chine. Mais avant tout, les 600 000 Chinois qui vivent en France. En région parisienne, ils seraient 250 000. Une population travailleuse et discrète qui cultive ses valeurs de tradition et de solidarité, même si les jeunes générations s'ouvrent de plus en plus à l'extérieur. Pour cet éminent sinologue, le lancement d'un bouquet de chaînes chinoises correspond tout à fait aux attentes d'une communauté qui, d'après lui, sort peu. C'est vrai que tant en Chine qu'en France, les Chinois ont l'habitude de regarder la télévision. Ce sont des très très gros consommateurs de séries télévisées chinoises et occidentales. Et pareillement pour la France, avec depuis quelques années une grande passion pour les médias sur Internet. D'ailleurs en Chine, les Chinois ne vont pas au cinéma et les Chinois, y compris en France, vont très peu souvent au cinéma ou au théâtre. Alors, ce bouquet numérique ne risque-t-il pas de renforcer encore une certaine forme de repli sur soi à l'intérieur d'une communauté? C'est tout le contraire, répond-on chez Tang, qui voit bien sûr dans cette offre une invitation aux échanges culturels entre la France et la Chine. La vérité, c'est que la Chine est devenue un pays vraiment en pleine expansion et qui prend une place de plus en plus importante dans ce monde. Il faut encourager des jeunes Français, d'origine chinoise ou non, des jeunes Français à apprendre un peu plus et puis à comprendre un peu la Chine pour que dans le futur, il y a un échange de plus en plus ample entre la Chine et la France. Et c'est dans l'intérêt bien compris, les deux côtés. Ça ouvre les yeux sur ce qu'est vraiment la Chine. Ces chaînes qu'on voit, elles ont beaucoup de ressemblances avec des chaînes françaises ou d'autres chaînes internationales. La Chine est, c'est vrai, de plus en plus industrialisée. Et donc ça donne quand même une ouverture, une vue qui dépasse l'aspect folklorique qu'on peut avoir de la Chine quand même assez souvent. Lancé d'abord gratuitement, le bouquet Grande Muraille coûte désormais 8,88 € par mois. C'est au nombre d'abonnements, pour l'instant inconnus, que l'on pourra mesurer le succès de cette offre, mais a priori, ça devrait marcher. À mon avis, ça va être un succès qui pourra dépasser la France, puisque la proposition des frères Tang, en tout cas de M. Boumirat en avant, c'est de développer, s'il y a succès, ce bouquet numérique en Europe et notamment en Angleterre. Avec ce bouquet Grande Muraille, les frères Tang ont stratégiquement posé leurs pions sur l'échiquier médiatique. Dans le même temps, la Chine en profite pour donner d'elle-même une image ouverte et moderne. Et la tenue des prochains Jeux Olympiques à Pékin ne fera sans doute que renforcer ces tendances. Et ce bouquet est d'ailleurs payant depuis le début du mois de novembre. Daniel Béard, les outils de communication, bouquet satellite, Internet, est-ce qu'ils vont avoir de plus en plus d'importance dans l'aménagement urbain des villes, le développement des villes ? En tout cas, dans l'aménagement du territoire au niveau national. C'est-à-dire que c'est une condition, avoir le très haut début, c'est une condition du déveppement des territoires aujourd'hui. Et donc, les entreprises se localisent. Voilà, d'habiter en fonction
En tout cas, les entreprises, moins pour... On commence à le sentir. Complètement. Mais en même temps, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Par exemple, aujourd'hui, en France, le télétravail ne marche pas, ne se développe pas. Est-ce qu'il y a des grandes métropoles qui naissent dans le monde, qui commencent à émerger ? Je dirais que les métropoles ne sont pas indépendantes de leur pays, de leur territoire. Et aujourd'hui, les métropoles qui se développent sont les métropoles asiatiques. Et Paris a des outils pour rester une des 5 capitales phares dans le monde à l'avenir ? Très très fragile, Paris. Paris est concurrencé par ces grandes métropoles du point de vue de l'économie et par les villes françaises, on l'oublie toujours, du point de vue de la population. Nantes et Montpellier marchent mieux que Paris aujourd'hui, sont plus attractifs pour vous et moi. Merci Daniel Béard d'être venu nous voir, d'avoir accepté notre invitation. La semaine prochaine, une autre renaissance du côté de Mantes-la-Jolie. Dans un instant, La Voix est libre. Jean-Jacques Cros et Daïko Douy reçoivent Patrick Devedjian. Bon week-end et à la semaine prochaine.